Voilà, donc je vais essayer de vous parler de ce sujet qui au fond se résume dans une espèce de grand paradoxe. C'est un peu autour de ça que va tourner mon exposé, qui est que d'un côté, vous voyez bien que énormément de relations économiques qui se faisaient traditionnellement sur la base de la proximité sont aujourd'hui complètement éclatées, explosées dans l'espace. Hein, quand vous avez besoin d'un service téléphonique, vous savez que la personne qui vous répond elle est quelque part ailleurs dans le monde, vous savez pas où. Quelquefois, vous reconnaissez éventuellement un peu à l'accent. Il y avait un petit article dans Le Monde d'avant-hier qui disait que maintenant les centres d'appel qui traditionnellement étaient plutôt en Inde pour les anglophones, maintenant sont en train de riper vers les Philippines parce que les Philippins parlent aussi anglais, mais ils sont moins chers que les Indiens. Et donc vous avez votre ordinateur qui est en panne et c'est un Philippin qui vous répond. C'est quand même un peu à l'autre bout de la planète. Donc vous voyez tout ce... Alors je vais prendre d'autres exemples tout à l'heure. Donc on a tout ce phénomène extraordinaire quand même et vraiment nouveau et qui s'accélère aujourd'hui de manière tout à fait spectaculaire de ce que j'appelle le dégroupage des relations économiques, des flux, des relations de manière générale. Et en même temps, c'est l'autre volet du paradoxe. En même temps, vous voyez que les villes n'ont jamais été aussi importantes, aussi fortes, en croissance, etc. Donc, comment se fait-il que on ait un monde dans lequel toutes les relations de proximité, au fond, explosent pour donner place à des relations qui, de plus en plus, se placent à l'échelle mondiale. Et en même temps, on voit que la ville, c'est quoi? C'est quand même fondamentalement de la proximité. Nous sommes en ville parce que nous sommes voisins les uns des autres, parce que nous regroupons dans l'espace. Et ô combien et avec quelle densité, quand on regarde les grandes métropoles mondiales aujourd'hui, comment se fait-il qu'on ait ces deux phénomènes à la fois? Chaque fois que de nouvelles technologies qui facilitaient les transports, soit des marchandises, soit des personnes, soit des informations, sont apparues, les analystes, les prophètes ont dit mais ça y est, c'est la fin des villes. Les villes vont exploser, les villes vont disparaître parce qu'elles n'ont plus de raison d'être. Parce que voilà, on a dit ça quand le chemin de fer s'est développé. De bons esprits ont dit le chemin de fer c'est la fin des villes puisque finalement maintenant on peut accéder facilement n'importe où. Donc pourquoi continuer à se grouper dans les villes alors que chacun le sait, les villes sont le lieu de toutes les pollutions, à l'époque on parlait pas de pollution mais de la congestion, des problèmes sociaux, etc. Les industriels en particulier ont toujours détesté les villes parce que c'est aussi l'endroit où naît la rébellion, etc. Les villes, c'est pas contrôlable. Les industriels ont toujours rêvé d'avoir leurs ouvriers à la campagne. Bon, vous savez ce qui s'est passé avec le chemin de fer, c'est pas du tout ce que les experts avaient prévu. Il s'est passé exactement l'inverse. C'était un outil formidable de concentration des activités autour des villes. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure. On a eu la même chose quand l'énergie électrique s'est développée. Henry Ford, par exemple, qui est pourtant un esprit assez visionnaire par bien des aspects, avait dit mais avec l'énergie électrique, pareil, il n'y a plus besoin d'avoir des villes. Moi, je vais pouvoir enfin avoir des usines un peu partout, disperser des activités qui vont être dispersées dans la campagne. On pourrait raconter d'autres histoires quand il y a eu le développement des petits moteurs, notamment les moteurs diesel, etc. Pareil, les Allemands du Sud l'avaient dit, on va enfin en finir avec les villes, on va disperser toutes les activités. Donc c'est pas étonnant de voir que quand l'Internet a commencé à se développer, les nouvelles technologies d'information, les gens ont dit et continuent à dire c'est la fin des villes puisque maintenant on peut communiquer librement, on n'a plus besoin de se grouper physiquement. Et vous voyez que pour l'instant c'est vraiment pas ce qui se passe. Alors je ne me mettrai pas totalement ma main à couper que dans l'avenir il ne va pas se passer des choses
chose quand même importante du point de vue, parce que je pense que nous vivons aujourd'hui une véritable révolution quand même très profonde, qui touche pas seulement la circulation des marchandises ou la circulation des biens, mais qui touche véritablement les relations entre les personnes. Ça, c'est quand même différent. Avec l'Internet, vous changez les relations entre les personnes, vous ne changez pas seulement la façon dont circulent les personnes et dont circulent les biens. Donc on voit quand même que là, il y a des changements extrêmement profonds. Mais force est de reconnaître qu'en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les villes ne se sont jamais aussi bien portées. Je veux dire que la part de la production, de l'activité dans le monde qui se fait dans les villes est en croissance forte, et en particulier dans les plus grandes villes. Une deuxième chose que je voudrais dire en introduction, c'est que on a l'habitude de se représenter le monde, parce que toutes nos cartes sont faites comme ça, comme une mosaïque d'États-nations. Hein. Bon, l'ONU, c'est les États-nations qui sont représentés, parfois les États multinationaux ou plurinationaux. L'analyse du commerce international, les économistes qui s'intéressent au commerce international vous parlent uniquement du commerce entre les nations, parce qu'en fait c'est les seules statistiques entre les États, c'est les seules statistiques dont on dispose, et pratiquement la totalité des cartes de géographie, vous avez des bouquins là-bas, vous allez trouver les cartes sont toujours dessinées avec une jolie mosaïque en couleur des États-nations. Alors ça aussi, il faut se souvenir que l'État-nation, c'est quand même une invention extrêmement récente, et une invention plutôt européenne et très récente. Même les États-nations les mieux constitués en Europe, si je mets à part le cas de la France, le cas de l'Espagne, un peu le cas de la Grande-Bretagne, bon, vous savez comme moi que l'État-nation italien, l'État-nation allemand, tout ça sont très récents. Et en réalité, une grande partie de ces centaines maintenant, je ne sais plus combien il y en a, mais le nombre ne cesse de croître, d'États dans le monde, très peu sont véritablement des États très, très constitués, et qui ressemblent à ce qu'est l'État-nation européen. Voilà. Et il se pourrait que cet État-nation, au fond, ne soit peut-être qu'une phase en partie transitoire dans l'histoire du monde. C'est très récent, mais il n'est pas du tout certain que ça va durer éternellement comme ça. Et si on se souvient un tout petit peu, pardonnez-moi s'il y a des historiens dans la salle, parce que je dirais vraiment évidemment d'une extrême schématisation, mais si on se souvient un petit peu de ce qu'était l'Europe avant le 19e siècle, vous voyez bien que dans l'Europe, d'abord, il y avait un nombre extraordinaire de systèmes politiques différents, hein, parce qu'il y avait un nombre extravagant de systèmes juridico-politiques différents, de souveraineté, et que vous aviez une coexistence entre un certain nombre d'États territoriaux en formation, principaux étant la France, hein, qui s'agrandit petit à petit à partir de son noyau francilien, l'Espagne d'une certaine façon, parce que c'est quand même un grand pays assez désertique, l'Angleterre, mais pour l'essentiel, c'est pas ça. L'Europe, c'est des villes, et des villes qui fonctionnent en réseau, les unes avec les autres. Hein. Il n'y a pas besoin de remonter au Moyen-Âge, même à la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, encore la période moderne. L'Europe, c'est des États en formation, mais c'est aussi des villes et des réseaux de villes. Hein. La France, par exemple, est prise en sandwich entre les villes d'Italie. Hein. Italie, c'est des villes. Et puis les villes des Flandres. La France servant d'ailleurs de relais avec les foires de Champagne sur les échanges qui se font entre ces villes de Flandre et ces villes d'Italie. Or, il me semble que dans le contexte actuel, d'une certaine façon, on assiste aussi à un retour des villes. Et un retour des villes parfois contre les États. Hein. Vous voyez par exemple l'importance qu'a pris dans le monde un certain nombre de cités-États. Hein. Je pense à Singapour, je pense à Dubaï, je pense en fait à beaucoup d'autres situations où en réalité les États se réduisent à des villes, et ces villes jouent aujourd'hui leur propre carte. Et vous voyez que y compris dans les pays où les États semblent les mieux établis, un certain nombre de villes sont tentées de jouer leur propre carte, parfois contre
en tout cas en tension avec l'État territorial qui les abrite. Et quand on fait malheureusement, je disais tout à l'heure, j'ai laissé ma clé USB sur mon ordinateur, donc je ne vais pas vous montrer d'image, mais si on prend cette carte que vous avez tous en tête de la mosaïque en couleur des États, hein, on peut avoir une autre carte où on a le poids économique, le produit intérieur brut calculé, évidemment c'est un peu compliqué, pour les grandes villes mondiales, et on voit une autre carte. On voit qu'en fait, aujourd'hui, l'économie mondiale, en tout cas l'économie marchande mondiale, hein, l'économie... parce que bien entendu, vous avez une grande partie du monde, vous avez une économie de subsistance ou une économie informelle qui ne figure pas dans les chiffres des économistes, bien qu'elle soit évidemment très, très, très importante. Mais si on prend l'économie marchande monétarisée mondiale, on voit sur cette carte qu'elle est extraordinairement concentrée en fait dans un certain nombre de grands pôles urbains, de grandes régions urbaines qui accaparent une part absolument considérable disons, de l'activité économique mondiale, de la richesse mondiale, mais aussi d'une grande partie de la pauvreté mondiale, parce que la richesse va souvent avec la pauvreté, comme vous le savez. Et donc on voit très bien qu'en fait il y a un certain nombre de grands pôles, au fond l'activité économique marchande du monde n'est pas du tout répartie uniformément sur la planète, ça je vous apprends rien, mais qu'elle est même extraordinairement concentrée dans un certain nombre de grandes régions qui sont des grandes régions urbaines avec des grandes villes que vous connaissez tous. C'est la côte ouest des États-Unis, on peut partir de là si on fait un peu un tour, la côte ouest des États-Unis qui pèse très lourd. L'intérieur des États-Unis pèse moins lourd, vous avez quelques pôles importants comme Chicago, etc. Mais enfin... après, vous avez la côte est des États-Unis qui pèse très lourd. Vous avez l'Europe, et l'Europe, c'est aujourd'hui un certain nombre de, quand même, la production, là aussi, est concentrée, l'activité économique est très concentrée dans un certain nombre de grandes villes, Londres, Paris, et puis les grandes villes européennes. Et puis vous avez à l'autre bout de la planète les villes asiatiques qui sont en émergence extrêmement forte, puisque vous savez que le développement aujourd'hui des villes dans le monde, c'est principalement d'un côté les villes africaines et de l'autre côté les villes asiatiques qui vont faire en quelques décennies le chemin de croissance que les villes européennes ou nord-américaines ont fait en 2 siècles. Hein. L'essentiel, une part très importante, je n'ai pas le chiffre en tête exactement, donc je préfère pas vous le donner, mais une part très importante de la population mondiale nouvelle qu'on attend dans les décennies à venir ou va en fait se concentrer dans les grandes villes asiatiques en émergence. Et ces grandes villes asiatiques, vous les connaissez, la plus importante de toutes, ça reste Tokyo. La région urbaine de Tokyo, elle seule, a une production qui est égale à 2 fois celle du Brésil. Vous voyez, quand on regarde la carte des pays et qu'on regarde la carte des villes en termes de poids économique, on n'a pas la même image, quoi, parce que le Brésil c'est quand même un continent, un pays continent, c'est immense. Et d'ailleurs la production du Brésil, je crois de mémoire, est concentrée pour pratiquement la moitié dans l'agglomération de São Paulo, hein, qui avec ses satellites va tourner bientôt vers les 30 millions d'habitants, un peu comme la région de Tokyo. Et puis vous avez les villes chinoises en émergence. Et vous voyez bien aussi dans tous ces pays qu'il y a des contrastes extrêmement forts entre ces villes. Pour ceux qui connaissent, qui ont été en Chine, si vous n'avez pas été, je vous invite vivement à y aller, parce que c'est quand même, c'est là que le monde change aujourd'hui. Il faut voir ça de ses propres yeux. Pas tellement cher. Allez à Shanghai, allez à Pékin, allez à Hong Kong et à Canton, et vous verrez ce que c'est qu'une poussée de puissance économique qu'on retrouve. Et très vite, il y a une différence entre le niveau de vie dans ces villes, où il y a une classe moyenne qui se développe à toute vitesse, et même une classe de riches et de super riches, et puis ce qui se passe ailleurs. Donc ces villes aussi peuvent être tentées de jouer leur propre carte dans le cadre de la Chine, qui n'est pas du tout un pays unitaire, comme vous savez. En Chine, c'est un peu particulier parce que les villes, historiquement, n'ont jamais eu... Il n'y a pas eu la révolution communale que nous avons eue, nous, au Moyen-Âge. Avec cette autonomie des villes, les villes chinoises ont toujours été très tenues par l'État impérial chinois, parce que
l'Empire chinois a toujours compris à quel point les villes étaient dangereuses si on les laissait un peu s'autonomiser. Mais vous voyez aujourd'hui que les intérêts de Shanghai ne sont pas forcément les intérêts de Pékin, qui ne sont pas forcément les intérêts de Hong Kong, et qui sont certainement pas, peuvent pas se fondre non plus comme ça de manière indifférenciée dans une espèce de grande masse qui serait les intérêts de la Chine, qui reste un pays extrêmement diversifié, divisé, etc. Voilà. Donc, après cette trop longue introduction, je voudrais maintenant illustrer un peu plus précisément ce paradoxe. Donc, avant de reparler des villes, je voudrais dire quelques mots sur ce processus que j'ai évoqué en commençant, qui est ce processus de fragmentation et que j'appelle de dégroupage, en fait, des activités économiques. On peut dire que jusqu'au XIXe siècle, inclus, et même dans une partie du XXe siècle inclus, l'économie dans sa forme spatiale reposait en fait sur... C'était un système à 3 couches. Ça c'est très très bien expliqué par Fernand Braudel, par exemple, dont la grande synthèse, d'ailleurs, les 3 bouquins qui font la grande synthèse de Fernand Braudel sont découpés comme ça. Il y a un tome par couche. La première couche est très importante, c'est toute l'économie à très court rayon, c'est-à-dire une économie dans laquelle la part d'autoproduction, la part d'autoconsommation, la part du non monétaire reste très importante, jusqu'à une date assez récente, l'essentiel de la production agricole, y compris en Europe, était consommé sur place. Vos parents ou grands-parents avaient encore très souvent un peu de production. Enfin, moi, ma grand-mère n'a jamais acheté un légume de sa vie parce que c'était absolument inconcevable d'acheter des légumes. Les légumes, c'est un truc qu'on faisait pousser dans son jardin, même quand on était urbain ou semi-urbain. Donc, vous aviez cette énorme masse vraiment de l'économie de très grande proximité, qui reste très importante aujourd'hui dans le monde. Vous aviez une deuxième couche qui étaient au fond des marchés assez locaux, régionaux, qui petit à petit se sont intégrés pour devenir des marchés essentiellement nationaux. Et évidemment, dans les villages et tout, on ne pouvait pas fabriquer tout quand même. On fabriquait énormément de choses. Il y avait toujours le forgeron, etc. Mais enfin, quand même un certain niveau d'outils assez vite qu'il fallait aller acheter et échanger sur des marchés régionaux. D'ailleurs, c'est fascinant de voir dans le monde à quel point, finalement, ce système de marché qui aujourd'hui, marchés régionaux, qui aujourd'hui est à la base de notre, au fond, du semis de bourg, qui forme encore la trame géographique d'un pays comme la France. On a exactement la même trame en Chine et dans d'autres pays, tout simplement parce que c'est des endroits où il faut pouvoir aller à pied ou éventuellement à cheval dans une journée, en revenir, vous voyez, pour échanger, voilà. Donc on a cette deuxième trame qui petit à petit va s'intégrer en marché national, mais assez tardivement. C'est vraiment au cours du 19e siècle, voire du 20e siècle, que vraiment les marchés deviennent des marchés nationaux. Par exemple pour l'alimentation, qui est toujours un bon exemple à suivre. C'est finalement l'intégration. En France, je dirais que les économies régionales, au sens de l'économie alsacienne, normande, bretonne, etc., se sont vraiment intégrées dans une économie nationale après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, pendant les 30 Glorieuses, qui a été un processus d'unification économique extraordinaire du territoire français. Et vous avez, depuis très longtemps, depuis très très longtemps, et ça Braudel aussi en parle évidemment très bien, vous avez une troisième couche assez différentes qui sont les économies à longue distance. Ce sont les formes, au fond, les formes de ce qu'on pouvait déjà appeler la mondialisation, qui commence pas d'ailleurs avec les grandes découvertes, mais qui commence avant. Et donc ça, c'est ce que Braudel... Et là, vous avez toujours une ville. Vous avez toujours une ville qui est le cœur de ce que Braudel appelle ses économies mondes. Exemple, Venise, qui va bâtir sa fortune sur les échanges avec l'Orient.
Et les biens de luxe, bien entendu, parce que les choses qu'on va apporter de loin, c'est pas des biens courants. Et donc, il suppose aussi toute une organisation politique, militaire, géopolitique, diplomatique, etc., très forte. Mais vous voyez, c'est des échanges à longue distance, même très longue distance. Enfin, il faut quand même imaginer ce qu'était quand même assez fascinant, hein, d'imaginer ce que pouvait être dans le haut Moyen-Âge, l'ère d'influence d'une ville comme Venise, ce que ça voulait dire en termes d'organisation avec les outils qu'on avait à l'époque, les outils de transport, etc. Au passage, dans ces outils, il y a eu très tôt des outils financiers. C'est comme ça que la finance est née, puisqu'il fallait pouvoir, les assurances aussi, bien sûr, par rapport à la fortune de mer, etc. Il fallait pouvoir gérer des systèmes à longue distance, et c'est quand même assez fascinant de voir qu'on arrivait à faire ça. Mais c'était des flux quand même très importants qualitativement, parce qu'ils ont permis l'émergence de ces villes qui, après, du point de vue politique, ont joué un rôle très important en Europe. Et dans d'autres régions du monde d'ailleurs, parce que le phénomène n'est pas propre à l'Europe, mais c'était des flux extrêmement ténus. Hein. Quand on regarde l'Empire portugais à son apogée, le nombre de bateaux qui partaient de Lisbonne et qui revenaient à Lisbonne tous les ans, ça se comptait sur les doigts d'une main. C'était des flux assez ténus. Qui faisait quand même amener beaucoup de richesses, mais il y avait cette économie mondialisée à longue distance, mais elle était très ténue en termes de volume. Bon, vous voyez tout de suite que les choses ont complètement changé. Alors, il y a une étape importante qui a été, là, évidemment, après la révolution industrielle et la deuxième partie du 19e siècle, ce que les économistes appellent à tort, parce que en fait, il y a eu des épisodes précédents, ce que les économistes appellent aujourd'hui la première mondialisation, ou aussi la mondialisation anglaise, c'est-à-dire véritablement un changement d'échelle dans ces flux à longue distance et un début de dissociation. C'est là quand la notion de dégroupage commence à apparaître, hein, une dissociation entre les grands pôles de production mondiaux et puis des pôles de consommation. Hein. C'est le moment où l'Angleterre devient un peu l'atelier du monde, comme la Chine aujourd'hui, où l'industrie textile anglaise, par exemple, va supplanter de manière assez radicale les autres grandes industries textiles mondiales, et en particulier l'industrie textile indienne, qui était très 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 importante, très avancée. Voilà. Mais la productivité anglaise a fait, et les systèmes d'échange qui ont commencé à fonctionner à ce moment-là, et c'est évidemment lié aux premières grandes révolutions des transports, qui sont à la fois le chemin de fer pour la partie territoriale, et puis le bateau à vapeur pour la partie maritime, toujours fondamentale. Hein, et tout ça lié, bien sûr, au télégraphe, etc., en première génération. Voilà. Donc on a un premier dégroupage qui va se faire. Bon, j'avance dans ma fresque historique. La situation où nous sommes depuis le début des années 80, je pense qui est en train de s'accélérer considérablement, c'est la même chose sur le fond, mais avec une force, une échelle qui est évidemment totalement inconnue jusqu'à présent dans l'histoire. Donc on a aujourd'hui une fragmentation absolument considérable. Et le grand changement en particulier, c'est que vous n'avez plus simplement des grands pays producteurs et des grands pays consommateurs, ou des pays spécialisés dans telle production qui vont servir un peu d'atelier pour le reste du monde dans telle production pour le distribuer après ailleurs. Vous avez une internationalisation, je dirais plutôt même une transnationalisation, hein, le mot est plus juste, des systèmes productifs eux-mêmes. C'est-à-dire... au fond, ça n'a plus beaucoup de sens de dire que tel pays est spécialisé dans telle production ou dans telle... Parce que en réalité, ces productions aujourd'hui sont extrêmement réparties, distribuées sur l'ensemble de la planète, avec des vocabulaire courant dans les entreprises et pour les économistes et les gestionnaires, c'est parler de chaîne de valeur. Au fond, l'unité pertinente aujourd'hui pour analyser la répartition internationale du travail, c'est plus l'entreprise, c'est la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui vont concourir à la production soit d'un vêtement, à production et à distribution, soit des chaussures, soit d'un avion, soit de tout ce que vous voudrez, soit d'un service. Et ces chaînes de valeur, aujourd'hui, elles sont extraordinairement fragmentées et dissociées.
Alors je prends 2-3 exemples. Je vous raconte, comme je peux, des slides que j'aurais aimé vous montrer, si je n'avais pas été aussi négligent. Un exemple que j'aime bien, c'est une brosse à dents un peu sophistiquée, évidemment, parce qu'elle comprend un peu d'électronique, parce qu'elle, je sais pas, il y a des machins pour casser la plaque dentaire. Enfin, elle est donc un peu chère. Alors cette brosse à dents, quand on a analysé le nombre de sites de fabrication, de tests, etc., qui étaient impliqués, on en a trouvé, je crois, plus d'une dizaine. Pour un brosse à dents, et c'est réparti sur la totalité du monde. C'est-à-dire que vous avez la partie asiatique, les Philippines, les Japon, la Chine est dans le circuit, vous avez l'Europe. Il y a, je crois, 38 composants de mémoire qui font plus de... Au total, quand on somme les kilomètres qui sont parcourus par ces composants pour cette malheureuse brosse à dents, on arrive au chiffre extravagant de plus de 38 000 kilomètres. Voilà. Alors vous pouvez faire ça, ça a été fait pour la poupée Barbie, enfin on peut multiplier les exemples. Et par exemple, le corps, il y a, dans cette brosse à dents, il y a une partie électronique qui vient plutôt d'Asie, comme beaucoup d'électronique. Puis vous avez une partie qui est plus le corps en plastique et en métal, là, le truc un peu basique. Bon, bah ça, c'est fabriqué en Autriche, on ne sait pas pourquoi. Ça va de Klagenfurt en Autriche à Bremerhaven, au nord de l'Allemagne. Là, ça traverse l'Atlantique en bateau, et puis après, ça traverse les États-Unis en train, et puis ça arrive au site de montage qui est du côté de Seattle. Vous voyez, parce que le marché est surtout nord-américain et en particulier sur la côte ouest, donc il faut mettre les sites de montage plutôt plus près du marché. Donc vous avez un truc qui est... Alors, vous allez me dire, j'anticipe sur les questions, vous allez me dire c'est écologiquement complètement idiot. À voir. En tout cas, dans l'état actuel des choses, si les entreprises s'organisent comme ça, c'est parce qu'elles ont fait leurs calculs et que, quelque part, ça marche. Alors il y a d'autres exemples. Vous avez le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est un exemple que j'aime bien aussi, c'est le homard juste à temps. Le juste à temps, vous savez, ça consiste à livrer. Maintenant, les gens veulent plus avoir, les producteurs veulent plus avoir de stock parce que les stocks ça coûte cher, et donc quand vous commandez un meuble ou quand vous commandez, je sais pas, un canapé, tout ça, on vous le fabrique parce que plutôt que de l'avoir en stock, donc il faut attendre un petit peu, mais on va vous livrer de façon. Et puis sur les chaînes de montage automobile aujourd'hui, les choses arrivent vraiment en dernière minute. C'est ce qu'on appelle le juste à temps, des flux tendus, de moins de stock partout, parce que les stocks ça coûte cher et que plus on est en flux tendu. Alors, le homard juste à temps, c'est quoi? C'est des homards qui sont pêchés dans les eaux froides, notamment au large de la Nouvelle-Écosse ou ailleurs. Et en fait, après, ils sont amenés dans une... Il y a une entreprise qui s'appelle Clearwater, je crois, de mémoire. C'est pas Clearstream, c'est Clearwater. Qui est une entreprise qui se trouve à Louisville dans le Kentucky, donc vous voyez c'est vers un peu le centre des États-Unis, enfin la partie plutôt ouest, donc quand même bien à l'intérieur des terres, pas spécialement frais comme endroit. Et donc là vous avez cette entreprise gère d'immenses piscines d'eau de mer refroidie à la bonne température. Alors les homards ils sont pêchés en Nouvelle-Écosse, ils sont amenés par camion jusqu'à Louisville, Kentucky. Et là, on leur permet de récupérer, en fait, la piscine d'eau de mer, c'est de leur permettre un peu de récupérer, de reprendre des couleurs et des forces après leur transport en camion. Et pourquoi ils sont installés pourquoi il y a cette entreprise, cette centralisation du homard à l'intérieur des États-Unis? Et parce que c'est le hub de UPS. Vous savez ce que c'est les hubs, Les hubs, c'est les endroits où on va centraliser les flux de façon à pouvoir les redispatcher après.
Hein, FedEx, UPS, en Europe, la Deutsche Post, etc., sont spécialisés dans cet aspect de la logistique, la messagerie rapide. Quand vous avez des colis, eh bien, en général, ces colis sont passés par un centre de tri central. Alors aux États-Unis, les premiers qui ont fait ça, c'était à Memphis, voilà, c'est au centre des États-Unis. Vous envoyez un un paquet de Los Angeles à San Francisco, donc pas loin, bah, il va d'abord à Memphis il repart. Parce que c'est finalement plus facile pour remplir les avions. Et FedEx a la première flotte aérienne du monde, bien avant les Air France et autres. Et donc le homard, bah, il est redistribué à partir du Kentucky c'est pour ça que c'est le homard juste à temps, parce que vous allez commander le restaurant aussi bien à San Francisco, à Chicago, à Houston ou à New York va vous commander. Le chef va mettre du homard, mais son homard, il viendra frais parce qu'il viendra directement d'avion. Il aura fait voilà, quelques heures d'avion pour venir directement. Voilà. Dernier exemple, et juste pour vous montrer que là, vous voyez, même sur le frais, hein, parce qu'on se dit le frais, c'est la proximité. La fraîcheur, c'est la proximité. Moi, je veux des légumes bio, ils viennent d'à côté. Ben non. Là, le homard, c'est du frais. Les fleurs, hein, c'est un exemple classique aussi. Les fleurs coupées, les fleurs que vous achetez pour offrir à votre épouse ou à votre mari ou à votre, je sais pas, eh bien ces fleurs, à 80% des fleurs que vous achetez en France sont passées, quel que soit leur lieu de provenance, sont passées par le marché aux fleurs, un grand marché aux enchères. Fonctionne comme les marchés à bestiaux que vous avez peut-être connus, vous savez, avec des enchères où ça défile, les paquets de fleurs, et les gens achètent en fonction de ce qu'ils voient. Et tous les matins, à Alzmer, à côté, Alkmaar, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai un petit trou, mais à côté de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, où après ces fleurs, elles arrivent de toute l'Europe, hein, voire plus loin. Et puis après, elles sont redistribuées par camion ou avion à partir de ça. Mais elles sont toutes centralisées dans un marché aux enchères. C'est ça l'idée du hub. Donc vous voyez, on est dans un monde dans lequel il y a alors là, c'est le dégroupage des flux, la proximité, elle ne joue plus. Là, je vous ai parlé des opérations de production. On pourrait parler... Et donc, pour résumer ça, il y a un excellent livre d'une collègue américaine qui s'appelle Susan Berger. Le titre du livre résume la chose, ça s'appelle Made in Monde. Hein, vous ne pouvez plus dire Made in France, Made in Suisse, Made in Italie. Aujourd'hui, la plupart des produits sont Made in Monde. Hein, et véritablement. Alors, vous me direz, il y a des exceptions, mais pas tant que ça. Hein. Même les produits pondéreux, vous savez sans doute qu'il y a un marché mondial aujourd'hui du granit des pierres tombales et qu'une grande partie de notre granit vient de Chine. Hein. Bon, je demandais là aussi si c'est très raisonnable, mais c'est comme ça. Bon, on reviendra dans la discussion peut-être sur est-ce que c'est durable ou pas, je ne sais pas. Le deuxième élément de dégroupage, c'est déjà évoqué dans mon petite introduction tout à l'heure, je regarde la montre, ça va. C'est cette chose tout à fait nouvelle. Franchement, il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé ça. C'est toutes les activités de traitement d'information, hein, les services, les activités tertiaires dont on pensait que vraiment, alors là, elles étaient liées au sol, non délocalisables, comme on dit. Hein. La comptabilité, tout ça, bon, ça se fait à côté de... Vous savez pas quand même. Aujourd'hui, vous savez que alors là, c'est l'explosion. Ça ne veut pas dire ça ne représente pas forcément des pourcentages encore énormes d'activités qui sont, comme on dit, offshorées ou outsourcées, hein, offshoring, on met à l'extérieur. Bon, mais le traitement de la comptabilité, j'ai parlé tout à l'heure de ces fameux centres d'appel. Bon, tout le monde s'y met. Hein. AXA va mettre ses centres d'appel au Maroc. Casablanca, c'est devenu une des grandes activités, les centres d'appel. Amani, maintenant, il semble que c'est devenu une activité absolument majeure. Et donc, vous voyez là, le jeu, c'est vraiment, par exemple, de jouer. Alors, il y a l'aspect linguistique qui est très important, et puis il y a l'aspect fuseau horaire. Le fuseau horaire devient un élément très important. Hein, si vous êtes à New York et que dans un cabinet d'avocats, vous avez du traitement d'informations à faire, hein, je sais pas moi, des textes à préparer, à mettre en forme, etc.
vous voulez que ce soit prêt pour le lendemain matin, bah vous avez soit la solution d'avoir quelqu'un qui va vous faire ça la nuit à New York, ça va vous coûter une fortune, ou alors vous jouez sur le décalage horaire, vous faites faire ça en temps masqué, comme diraient les industriels, en calculant le bon fuseau horaire pour que le lendemain matin, l'avocate new-yorkaise qui a préparé ses documents au brouillon la veille, elle l'a sur son bureau le matin pour aller plaider. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'une puissance absolument extraordinaire. Hein, voilà. Et ça n'est plus du tout du domaine de l'anecdotique. Hein. Ça commence à représenter vraiment des flux très importants. Troisième aspect du dégroupage, c'est le dégroupage financier, j'en parlerai pas, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que avant, au fond, les mécanismes financiers étaient quand même très couplés, y compris géographiquement, à l'économie réelle. Bon, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que avec le mouvement de financiarisation généralisée, ben vous voyez par exemple que la dette des banques a été découpée en rondelles, on appelle ça, et puis titrisée, hein, c'est-à-dire que ce sont devenus des actifs négociables sur des marchés, en plus avec des produits dérivés, enfin je vous passe les détails, et tout ça totalement dispersé. Alors on a pensé que justement le fait de disperser ça, voilà, la dette correspondant aux achats immobiliers américains s'est retrouvée en fait dans les bilans des banques du monde entier, sans que personne, d'ailleurs, y compris les banquiers eux-mêmes, sache véritablement ce qu'ils avaient dans leur... Parce que quand M. Pro de la BNP a dit « moi je ne sais pas si on a du subprime chez nous ou pas », il a dit la vérité. Alors on peut dire il est incompétent. Non, je veux dire, personne ne sait plus parce qu'on a tellement tronçonné en morceaux et qu'avec l'informatique c'est tellement facile de répartir ça sur l'ensemble du monde. Donc là vous avez aussi un grand processus de dégroupage. Alors pourquoi, en deux mots, pourquoi on a ce processus de dégroupage, puis après j'en reviendrai aux villes. C'est-à-dire, d'une certaine façon, à l'inverse de ce processus-là. Bon, la première chose, évidemment, qui a rendu ça possible, c'est l'ouverture économique elle-même, c'est-à-dire le fait que, bon, bah, aujourd'hui, les capitaux, on le voit, les marchandises, les informations circulent à peu près librement. Je dis à peu près, parce que vous voyez que sur l'Internet, par exemple, il reste des phénomènes de censure, des choses comme ça, hein. Je note au passage que cette liberté de circulation généralisée, elle s'applique à tous les biens, sauf à la plus importante, c'est-à-dire les personnes. Hein, et que là, il y a une incohérence, même dans le modèle, disons, libéral, qui est d'ailleurs souvent soulevée par les libéraux eux-mêmes. Si vous lisez, par exemple, l'excellente revue britannique qui s'appelle The Economist, qui est bon, peut-être la première revue économique mondiale aujourd'hui, avec le Financial Times, il explique régulièrement que c'est pas normal que des libéraux conséquents entravent la libre circulation des personnes. Et donc, si on voulait être véritablement conséquent et si on voulait arriver vers ce qui pense être un optimum économique, il faudrait aussi laisser les personnes circuler, parce que si vous voulez, il y a le marché du travail mondial aussi, d'une certaine façon, s'équilibrerait. Hein. Les pauvres viendraient là où il y a du travail, et puis bon, voilà. Du reste, vous notez que les Britanniques sont quand même beaucoup plus, en général, plus ouverts. Ils ont accueilli, par exemple, beaucoup plus libéralement que nous les travailleurs en provenance de l'Est de l'Europe quand on a fait l'ouverture à l'Est de l'Europe. Et on n'a pas eu, en Angleterre, les réactions un peu xénophobes qu'on a eues en France vis-à-vis du plombier polonais, etc. Les Polonais sont venus en masse en Grande-Bretagne. Et finalement, je pense pour le plus grand bien et de la Pologne et de la Grande-Bretagne. Mais ça, c'est un peu un autre sujet. Donc on a cette ouverture économique généralisée, sauf pour les personnes, qui vaut aussi, évidemment, et c'est très important, pas seulement pour les marchandises, mais aussi pour les idées et les technologies. Hein. Ça, c'est très important parce que la mondialisation ne se fait pas seulement à travers des marchandises et des échanges marchands, elle se fait aussi très largement à travers les personnes, les idées, les technologies qui circulent quand même assez librement. Par exemple, beaucoup de pays, en Asie notamment, ont bâti leur développement non pas tellement sur l'accueil de firmes multinationales et des échanges marchands, mais sur la circulation des personnes. Par exemple, Taïwan s'est développé très large. Singapour, par exemple, s'est développé très
par le vecteur des multinationales. Singapour a été un lieu qui a accueilli à bras ouverts les grandes multinationales mondiales, hein, que vous connaissez, en faisant une base de production et d'exportation pour l'Asie à Singapour. Taïwan, vous trouvez assez peu de multinationales. Par contre, vous trouvez partout, mais dans l'économie, au pouvoir, etc., une génération d'ingénieurs qui ont été formés aux États-Unis et qui sont revenus et qui ont acclimaté en couplage avec les États-Unis le modèle américain, et en particulier celui de la Silicon Valley, donc la zone de l'Ouest américain, vous savez, qui aujourd'hui quand même reste dans le domaine de l'Internet, dans beaucoup de domaines, et même aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies écologiques, etc., incontestablement le centre mondial. Bon, ces gens ont fait leurs études là-bas, ils sont repartis à Taïwan, ils ont acclimaté à Taïwan en le mixant avec le modèle d'entreprise chinois traditionnel, auquel évidemment totalement opaque pour nous, les institutions de la Silicon Valley, ils ont cloné d'une certaine façon la Silicon Valley, et ça a magnifiquement marché, puisque vous savez peut-être que la quasi-totalité, enfin je crois que c'est 80%, quelque chose comme ça, aujourd'hui, des portables, des PC sont fabriqués en fait à Taïwan, hein, y compris une partie importante des puces, c'est-à-dire de la microélectronique très sophistiquée qui va là-dedans. Bon, pour un pays qui partait de pas grand-chose. Vous avez d'autres pôles comme ça qui sont très liés, donc ça m'amène un peu à cette idée d'archipel, des pôles, vous voyez, comme ça, qui sont connectés, pas tellement par le biais des grandes firmes, mais par le biais des communautés. Vous avez par exemple aujourd'hui un développement très très fort de la technologie, un des grands pôles, un des hotspots, un des lieux chauds de la technologie mondiale aujourd'hui, c'est Israël. Pourquoi? Parce que y a, dans certaines technologies, ils sont vraiment extrêmement en pointe, notamment sur les transmissions, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un investissement militaire considérable et qu'il y a des connexions extrêmement fortes et directes et permanentes avec les États-Unis et la Silicon Valley, et que les entreprises de capital risque qui sont aux États-Unis sont aussi extrêmement actives en Israël. Au passage, Israël est un tout petit pays, mais sur ces sujets-là, ils sont bien en avance par rapport à nous, hein. La France n'est pas vraiment dans ce circuit-là, hein. Il faut quand même le savoir. On ne va pas faire du déclinisme français, mais enfin, il y aurait des choses à dire là-dessus. Alors ça, c'est le premier point, l'ouverture économique, la circulation quand même aussi des idées. Et puis, il y a un deuxième point, évidemment, qui est l'effondrement des coûts de transport. Alors, pour les informations, aujourd'hui, on est proche de zéro, hein, voilà. Ça coûte, une fois que les infrastructures sont en place, et c'est coûteux, c'est les infrastructures, mais une fois que les infrastructures sont en place, ça coûte plus rien, hein. Bon, sur les portables, par exemple, on continue à payer cher. Mais enfin, il faut bien le dire, c'est du racket, hein, qui est simplement lié au fait que les fournisseurs n'ont pas envie de voir leur marge s'effondrer. Mais en réalité, une fois que l'infrastructure est mise en place, et aujourd'hui elle est en place, hein, après, la communication ne coûte plus rien, quoi. Hein, donc, voilà. J'espère qu'un jour, on va y arriver petit à petit. Enfin, moi, mes enfants, je pense que c'est vrai pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, plus personne ne paye son téléphone, quoi. Enfin, aujourd'hui, l'idée que le téléphone est gratuit est devenue, de même que l'Internet, l'accès aux images, l'accès à l'information, l'idée que ça pourrait être payant n'est plus du tout dans la culture des jeunes, hein, et à juste titre, parce que ça ne coûte rien. Le deuxième aspect, il y a l'informatique, la téléinformatique, mais il y a aussi le transport maritime, hein. Ça, c'est l'autre volet. Qu'est-ce qui fait la mondialisation aujourd'hui? Je dirais c'est le mariage de l'informatique et du transport maritime, des porte-conteneurs en particulier, hein, les porte-conteneurs. Vous savez que le conteneur, c'est des boîtes, hein, ça s'appelle d'ailleurs en anglais la box, et l'idée de génie des gens qui ont inventé le conteneur, ça a été de normaliser ça. Donc c'est comme dans l'informatique, d'ailleurs on peut dire c'est l'Internet physique si vous voulez, comme l'informatique c'est normalisé, vous échangez des 0 et des 1, ben là vous échangez des boîtes. Et donc n'importe quel outil dans n'importe quel port du monde, il est normalisé pour pouvoir échanger ces boîtes, donc vous avez simplement l'unité, c'est la boîte, avec ses dimensions standards. Et aujourd'hui, la mondialisation repose énormément sur l'explosion du trafic de conteneurs et le fait qu'on fait des bateaux, il y a quelques années les bateaux c'était 5000 boîtes, maintenant ils sont à 10 000, les derniers qu'on a fait en France je crois, CMA, CGM, c'est plus de 10 000 boîtes et on a des bateaux de 12 000 boîtes. Alors
Une boîte, c'est un camion, hein, c'est un remorque de... Voilà, c'est d'ailleurs physiquement, après, vous avez le camion, c'est le tracteur, il va tirer cette boîte, quoi. On met la boîte sur roue et on la tire. Beaucoup de camions qui sont en fait des conteneurs. Et donc, vous voyez ce que ça fait 10 000 camions l'un derrière l'autre, c'est quand même pas mal, quoi. Alors, et ça, pourquoi ça joue un rôle important? Parce que, là, c'est la bonne vieille loi économique peut-être la plus basique, ça s'appelle des économies d'échelle. Plus vous êtes gros là, plus vous faites baisser les coûts. Hein. Vous imaginez ce que coûte le prix d'un t-shirt dans une boîte, dans un bateau le coût de transport dans un bateau qui a 10 000 boîtes. Vous voyez le nombre de t-shirts qu'on peut mettre. Le transport maritime, depuis l'Antiquité, hein, depuis toujours en fait, probablement depuis la préhistoire, est beaucoup moins cher que le transport terrestre, parce que les lois de la physique veulent qu'un bateau, pour bouger sur l'eau, ça te bouffe moins d'énergie que quand il faut faire rouler quelque chose sur la terre ferme. Et donc, même si les coûts ont un peu augmenté, même si les coûts du pétrole augmentent de manière massive, le transport par bateau, avec ces bateaux énormes, ramenés à l'unité de ce que vous transportez, ça reste extraordinairement faible. Donc il faut là aussi se représenter le monde. Il faudrait faire une carte du monde des coûts dans lesquels on enlèverait les océans. En gros, parce que les océans, en termes de coûts de transport, ça compte pas. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des firmes nouvelles qui apparaissent dans le marché de l'automobile, comme Tata, qui est une vieille firme, très vieille firme, conglomérat plutôt, manufacturier indien. Eh bien, Tata, a installé une base de production importante en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que l'Afrique du Sud, c'est la porte à côté pour l'Europe et les États-Unis. Ça prend un peu de temps d'amener des voitures, et aussi pour l'Inde, évidemment. Hein, ça prend un petit peu de temps, mais ça coûte pas grand-chose, quoi. Ça coûte pas grand-chose, et donc vous pouvez, à partir de l'Afrique du Sud, vous pouvez desservir très facilement l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, tout ça, ça coûte pas grand-chose. En plus, vous n'avez pas à passer par le canal de Suez, qui est quand même quelque part un truc qui est géopolitiquement fragile. Voilà. Donc, on a ce monde extraordinairement dégroupé, il faut que j'accélère, parce que je regarde la montre, là j'ai du mal parce qu'on a des spots dans la figure, mais en même temps, on a l'inverse. C'est ça qui est fascinant, vous voyez. On a ce monde complètement dégroupé, avec ses flux dans tous les sens. Or, en même temps, on a une polarisation considérable de la production, de l'activité dans les villes, et en particulier dans les plus grandes villes. Et donc c'est là-dessus que je voudrais terminer, disant pourquoi au fond ce paradoxe? Bien, pour une raison assez simple finalement, mais un peu, en le disant comme ça, c'est un peu une tautologie, donc après il faut essayer quand même d'expliquer un peu plus, c'est qu'au fond, plus le système d'activité est fluide, plus il va faire émerger ce que les économistes appellent des économies d'agglomération. C'est-à-dire tout simplement, en langage courant, le fait que produire de manière agglomérée, c'est quand même encore ça crée des avantages économiques que la production dispersée ne crée pas. Mais vous voyez que les deux images ne sont pas contradictoires. Simplement, elles changent la nature des économies urbaines, de ce qui se passe dans ces pôles. Je crois que c'est dans un dialogue de Platon où Socrate disait les cités grecques sont comme qui étaient des cités-États, hein, des petites économies locales comme ça, mondialisées à l'échelle de l'époque, c'est-à-dire sur la Méditerranée, sont comme des grenouilles autour d'une mare. Hein, c'est-à-dire, chacune a sa personnalité, voilà, elles se parlent entre elles, etc. Et c'est ça l'image qu'on a encore, c'est-à-dire de villes ou de zones agglomérées qui sont des zones qui ont au fond leur espèce d'autonomie, quoi. Voilà, ils sont des centres de production à eux seuls, ou des centres politiques, etc. Ça, c'est de moins en moins vrai. En réalité, ce que sont aujourd'hui ces villes qui continuent à capter une grande part de ces flux dégroupés, ce sont des nœuds de réseau. Pas du tout la même chose. Ce sont des endroits où tous ces flux vont se croiser, se commuter, vous voyez, mais ça devient très... Qu'est-ce que c'est l'économie francilienne aujourd'hui, hein? C'est pas du tout ce qui est produit... pardonnez-moi, c'est d'une banalité
révoltante ce que je suis en train de vous dire, mais il faut quand même, faut simplement y réfléchir. L'économie francilienne ou l'économie de Bordeaux ou l'économie, c'est pas ce qui est produit à Bordeaux qui est ensuite ou à Paris et qui est ensuite expédié dans le reste du monde. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous prenez les 9 dixièmes, pour pas dire les 99 centièmes de l'activité économique parisienne, ce sont des activités qui s'insèrent dans des chaînes d'activités dont certaines sont relativement courtes et d'autres sont immenses. Des activités de services, des activités de conception, par exemple, qui sont là, mais sachant que la production est faite ailleurs, etc. Donc les villes ne sont pas des espèces d'entités comme ça, fermées sur elles-mêmes, qui seraient en relation les unes avec les autres, ce qui était le cas des villes du Moyen-Âge, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était évidemment le cas des villes antiques, parce que voilà, c'était des centres de production, et ces centres de production échangeaient. Aujourd'hui, ce sont des nœuds de réseau, ce sont des hubs, des endroits, des gares de triage, des commutateurs, appelez ça comme vous voudrez. Alors, ça change quand même les choses, parce que ça veut dire que les villes qui s'en tirent le mieux sont les villes qui sont le plus aptes à capter ces flux internationaux. Et si on prend aujourd'hui la compétition entre Londres et Paris, par exemple, dans les deux grandes villes mondiales européennes, vous voyez que la différence est flagrante. Londres est aujourd'hui une ville beaucoup plus cosmopolite que Paris. Paris a beaucoup de populations différentes, mais à Londres, ça a un poussé. Et surtout, beaucoup plus inséré dans les flux internationaux. C'est-à-dire que ça explique d'ailleurs pourquoi, chez nous, on parle de patriotisme économique, on dit qu'il faut protéger nos industries, etc. Les Anglais ne veulent pas entendre parler de ça. C'est pas simplement parce que ce sont des libéraux idéologiquement, etc. Mais pourquoi Gordon Brown ou Tony Blair sont horrifiés par cette idée de patriotisme économique? C'est parce que la puissance de Londres, elle repose sur le fait que tous les capitaux du monde entier sont bienvenus. Britanniques ou pas, ils s'en fichent. D'ailleurs, il y a peu de capitaux britanniques là-dedans. C'est les capitaux du monde entier qui sont là. Donc surtout pas qu'on vienne pas nous parler puisque le modèle économique de Londres, en particulier dans la finance, c'est un modèle global. Alors que le modèle parisien n'est pas encore complètement global. Peut-être c'est mieux d'ailleurs, soit dit au passage, parce que si on a demain une vraie crise financière, c'est-à-dire que les craquements dont on parle deviennent un vrai effondrement, ce qui n'est pas à exclure, Londres va souffrir beaucoup plus que Paris, Londres va souffrir beaucoup plus que Paris parce que c'est véritablement une ville mondiale. Alors, donc, on a ce double aspect, on a ces flux très dégroupés en même temps qui vont se croiser quand même dans des pôles, et on a ce double aspect en même temps non seulement de maintien, mais de remontée d'une certaine forme de polarisation. Ce que je vous disais en commençant, les grandes villes mondiales aujourd'hui représentent une part énorme de la production et de l'activité économique mondiale, et de plus en plus, au détriment des villes secondaires en particulier. Alors, donc tout ça repose au fond sur le fait que les villes sont des lieux où se produisent toutes sortes d'effets économiques positifs, et en particulier des effets qu'on appelle les externalités. Parce qu'une grande partie de ces effets, les externalités, c'est... je sais pas, c'est par exemple, un exemple classique, c'est l'abeille qui va polliniser le champ du voisin, des choses comme ça. Vous voyez, il y a énormément d'effets économiques qui ont un effet sur l'activité économique, mais qui passent pas par des marchés et des prix. Alors ça peut être des externalités négatives. L'externalité négative, c'est par exemple la pollution. Pollution, ça a des effets économiques très importants, mais sauf si on arrive à l'internaliser, c'est-à-dire à lui mettre un prix, elle fonctionne comme une externalité. C'est toujours le débat, on vous dit, mais entre la route et le chemin de fer, est-ce que chacun paye son juste prix? Parce qu'il faudrait compter les externalités. Tout ce qu'on ne compte pas, en fait, qui n'est pas monétarisé, parce que ça ne passe pas directement par des marchés. Bon, et vous avez des externalités aussi positives, c'est-à-dire des choses, le fait d'être au même endroit, ça va créer même si vous n'avez aucun échange, je ne vous donne pas d'argent, vous ne me donnez pas d'argent, le fait d'être au même endroit va quand même créer, va quand même créer des effets positifs très importants. Alors on le voit notamment, j'ai parlé de la fragmentation tout à l'heure, mais il y a un aspect un élément de ces chaînes de valeur dont j'ai parlé, qui sont aujourd'hui très fragmentées, qui lui se fragmente peu, mais qu'au contraire se concentre, c'est toute la partie amont.
c'est-à-dire toute la partie de recherche, de développement, de nouveaux produits quand c'est pas encore stabilisé. Vous voyez la place que prend par exemple aujourd'hui dans les innovations Internet un certain nombre de lieux dans le monde. J'ai déjà cité la Silicon Valley. Il y a alors on appelle ça aussi souvent des clusters technologiques, c'est-à-dire que les activités à plus haute valeur ajoutée, les activités intellectuelles, celles qui sont en relation directe avec la science, etc., ont tendance au contraire à se grouper. Pourquoi? Parce qu'il est important que les gens, d'abord parce qu'il faut une concentration de la matière grise. Si vous voulez avoir des prix Nobel, vous n'allez pas les recruter dans un désert, vous allez les recruter à un endroit où il y a déjà d'autres prix Nobel. Ces gens, vous savez, les gens sont fondamentalement grégaires. C'est plus intéressant d'aller à un endroit où vous allez trouver des gens avec qui discuter que d'aller... très difficile de démarrer ce genre d'activité ex nihilo. Hein. Par contre, quand vous êtes déjà un centre puissant, comme le sont aujourd'hui un certain nombre de grandes universités américaines en particulier, dont on ne saurait surestimer le rôle dans la puissance américaine, c'est très important. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est fondamental pour la puissance américaine, parce que c'est ça qui va drainer en fait la matière grise, pas seulement américaine, mais du monde entier. Et quand vous avez évidemment une université qui a déjà 20 prix Nobel, c'est beaucoup plus facile de faire venir le 21e prix Nobel que quand vous en avez 0. Donc vous voyez, il y a cet aspect de regroupement dans les parties amont, mais il y a d'autres aspects. Bon, je crois que j'ai pas le temps de développer ça, mais disons qu'il y a quand même dans ces processus de polarisation, je pense qu'après il faut en distinguer, j'en distinguerai quelques-uns. Hein. C'est pas un truc homogène. Il y a une première forme de polarisation dans l'économie mondiale, mais vous verrez que les trois, en fait, relèvent de ce que, personnellement, j'appelle, mais d'autres géographes ont utilisé ce terme aussi dans un sens un peu différent, une économie d'archipel, c'est-à-dire une économie qui va relier, hein, avec des flux énormes, évidemment, mais qui va relier comme ça des pôles relativement ponctuels, très polarisés. Un peu un exemple d'économie d'archipel au Moyen-Âge, c'était les relations entre les villes flamandes et les villes italiennes avec leurs relais dans les foires de Champagne. Ça, c'est de l'économie d'archipel. Parce qu'au fond, ce qui se passait en dehors de ce réseau de villes comptait pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on va vers des modèles comme ça. Mais il y a quand même plusieurs niveaux là-dedans. Alors, vous avez un premier niveau qui sont ce que j'appelle des villes ou des sites, je ne sais pas si c'est des villes, mais des sites assez ponctuels, un peu d'enclave. Hein. Le modèle, c'est par exemple les bases militaires ou les bases pétrolières, les bases minières, etc. L'économie minière se développe beaucoup. Et la grande différence entre ces sites, au fond, qui sont assez dissociés de leur environnement, la grande différence par rapport au passé, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, ils sont au même niveau d'efficacité et de productivité. C'est-à-dire que vous allez trouver des sites sidérurgiques, par exemple, dans des pays en développement, qui sont exactement au même niveau de productivité, d'efficacité, de technologie que les sites que vous avez en Europe. Parfois même, ils sont plus modernes parce qu'ils sont plus récents. Donc c'est un premier archipel, vous voyez, qui est assez découplé souvent de ce qui se passe dans les pays avoisinants. Vous avez un deuxième type qui sont les districts spécialisés. Districts spécialisés, c'est quelque chose qu'on a très bien connu, c'est-à-dire au fond des villes usines un peu très spécialisées dans certains types de production. C'est quelque chose qu'on a beaucoup connu en Europe. Hein. L'Europe du 19e siècle était essentiellement structurée comme ça. Les villes étaient très spécialisées. Mais c'est quelque chose qu'on a perdu en Europe, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays en développement. Par exemple, en Chine, beaucoup de villes sont très spécialisées. Hein, il y a un exemple célèbre que Orsena en parle dans son petit bouquin sur la mondialisation. Enfin, c'est la cité de la chaussette, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, Datang, je crois, hein, qui fabrique, alors selon les chiffres, 50%, 60%, 40% des chaussettes mondiales. Hein. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire un petit calcul de probabilité pour voir combien de chaussettes dans cette salle viennent de Datang, mais il y en a, la probabilité est très très forte, quoi. Il y en a beaucoup, quoi. Hein, voilà. Vos pieds sont chaussés par des chaussettes chinoises venant de la ville de Datang. Bon, et c'est une ville qui fait de la chaussette. Voilà. Ils sont spécialisés dans la chaussette. C'est assez pratique parce que les gars qui vont remplir des conteneurs de chaussettes, ils n'ont pas besoin de chercher à travers toute la Chine. Ils vont direct à Datang,
prennent des conteneurs de chaussettes et puis ils les emmènent. Et puis la main-d'œuvre, c'est spécialisé. Vous voyez, là, l'agglomération, c'est une notion de spécialisation. Et puis vous avez un troisième niveau qui est en fait le niveau aujourd'hui important, qui est celui dont j'ai déjà évoqué plusieurs fois, ce sont les grandes métropoles et les grandes régions urbaines. Alors là, qu'il y a la différence, genre la région urbaine de Tokyo avec ses 30 millions d'habitants, la région urbaine d'Osaka, le Kansai avec ses 20 millions d'habitants, la région de la baie à San Francisco, New York, Boston, Philadelphie, voilà. Et ça, c'est ça véritablement aujourd'hui le cœur battant du monde économique. Et à la différence, vous voyez que c'est radicalement différent des districts spécialisés, parce que ce qui fait la force de ces régions urbaines, c'est précisément le fait qu'elles sont non spécialisées, qu'elles sont au contraire extraordinairement diversifiées, et que donc elles permettent tout un tas de croisements entre des activités économiques diverses, etc. Alors, je pourrais détailler un petit peu, mais je pense que je vais laisser ça pour la discussion, les différentes formes que prend cette puissance économique des villes. Pourquoi les villes pourquoi ces différents types, alors qu'ils soient spécialisés ou non spécialisés, sont aussi importants du point de vue, aussi efficaces du point de vue productif. Mais je vais peut-être passer ça. Et je terminerai simplement en posant deux questions un petit peu inquiétantes à mes yeux sur l'avenir. La première question, c'est celle dans ce monde justement très ouvert disons des hiérarchies urbaines. Hein. C'est-à-dire on voit que les hiérarchies urbaines, on a des courbes comme ça, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que on retrouve des régularités statistiques. Alors ça, les démographes ou d'autres vous en parleraient mieux que moi. Quand on fait ce qu'on appelle les diagrammes rang-taille des villes, hein, c'est-à-dire on classe les villes par taille, et on voit que c'est pas du tout au hasard, quoi. Il y a des lois. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que ces diagrammes ont tendance à se simplifier en faveur des villes les plus importantes. C'est-à-dire que vous aviez un tissu urbain assez continu en termes de hiérarchie de ville, depuis la toute petite ville, le bourg moyen, etc., jusqu'à la grande ville. Aujourd'hui, ça a tendance à se simplifier en faveur des très grandes villes. Et là, il y a quelque chose, vous voyez, qui est quand même assez lié, assez profondément à cette idée d'ouverture du monde, de fluidité générale, y compris des informations, pour une partie des hommes. Les hommes qualifiés circulent, hein, les hommes non qualifiés qui ne circulent pas. Tout à l'heure, j'aurais dû préciser. Les hommes qualifiés circulent de plus en plus, les femmes aussi, bien sûr, et c'est sur les pauvres qu'on ne laisse pas circuler. La logique de ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent la logique du winner take all, c'est-à-dire le gagnant qui empoche toute la mise. C'est mon exemple de tout à l'heure, on peut généraliser l'exemple de tout à l'heure sur les prix Nobel. Hein. Quand vous avez un endroit où vous avez beaucoup de prix Nobel, ils vont s'agglutiner, quoi. Et finalement, il ne va pas rester beaucoup pour le deuxième rang. Quand vous avez par l'Internet aujourd'hui accès aux meilleurs profs de la planète, hein, pour rester dans le monde universitaire, vous me direz c'est pas la même chose d'avoir devant vous, certes, mais quand même, hein. Vous avez accès à des cours en ligne. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez aller sur le site du Collège de France, peut-être aussi de la cité ici, je ne sais pas, mais vous avez quand même accès à des trucs fantastiques, quoi. Enfin, moi, quand je serai à la retraite, je ne vais pas m'emmerder parce qu'il y a tellement de choses fantastiques auxquelles vous avez accès directement en ligne, par YouTube maintenant. Hein, les conférences, c'est les mêmes qui diffusent les chansons, là, machin. Vous pouvez écouter les discours d'Obama, d'Hillary, de machin, et puis des conférences fantastiques du Collège de France, en ligne. Je vais vous dire, quand vous avez entendu ça, vous êtes étudiant, vous retournez dans votre salle de cours, vous avez un prof qui est plutôt bien, mais enfin quand même pas tout à fait du même niveau, ça pose un petit problème. Hein. Ça pose un petit problème. Et donc, prenez les centres de recherche aujourd'hui dans le monde, la tendance c'est à la concentration, pour des tas de raisons. Celle que je viens de dire, mais aussi parce que, par exemple, prenez la pharmacie. La recherche pharmaceutique coûte de plus en plus cher et de moins en moins efficace. Hein. On met de plus en plus d'argent et on trouve de moins en moins de médicaments. Mais les grandes firmes de la pharmacie, elles ont besoin de connexions très fortes avec le monde universitaire. Elles ont plutôt envie d'avoir 5 ou 6 endroits dans le monde
où ils savent qu'ils vont trouver les meilleurs, que d'avoir 250 endroits. Hein? Parce qu'il faut mettre des capteurs, il faut créer des relations avec un nombre considérable d'entités, d'universités. Ça ne les intéresse pas tellement. Ils préfèrent qu'il y ait un pôle à Boston, un pôle sur la côte ouest, et puis un pôle à Tokyo, et puis peut-être un pôle du côté de Bâle, machin, et basta. Et donc c'est ça la logique, une logique très puissante. Plus le monde est ouvert, plus les gagnants risquent d'empocher l'essentiel de la mise. C'est le modèle winner take all. Le gagnant, c'est le modèle d'ailleurs globalisé. Vous pouvez aussi faire l'analogie avec le marché du foot. Hein. Les stars sont super payées, mais en dehors des stars, ça dégringole très vite parce que ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir les stars, évidemment, les clubs. Voilà. C'est la même chose pour les universitaires aujourd'hui aux États-Unis. Hein. La différence de salaire, on va vers ce type de modèle. Ça, et c'est peut-être un peu inquiétant quand même pour les centres secondaires. Parce que si vous n'êtes pas dans le premier cercle, ben, vous êtes un peu oublié. La deuxième chose, et je vais finir là-dessus, c'est que deviennent dans tout ça les relations entre les centres, hein, les villes, et puis leur périphérie. J'ai parlé aussi au début des relations entre les villes et les États. C'est aussi souvent entre les régions capitales et leur périphérie. Si vous prenez la France, une grande partie, vous là aussi relisez Brodel dans ce qu'il a écrit sur la France, une grande partie une partie importante de l'économie française s'est structurée par les relations centre-périphérie entre Paris et les régions périphériques. Il fallait à la fois nourrir Paris, c'est très quand même nourrir, physique, enfin, au sens de l'alimentation. Construire Paris, entretenir Paris, les maçons de la Creuse, vous voyez, vous avez toujours... c'est quand même très structurant dans nos territoires traditionnels, ces relations centre-périphérie. La périphérie peut être plus ou moins large. Je ne parle pas des banlieues, on pourrait parler des maraîchers, par exemple, mais ça va beaucoup plus loin, évidemment. Hein. Donc on a le modèle classique d'organisation des territoires, c'est des centres et puis des périphéries. Pourquoi? Parce que les périphéries nourrissent le centre et le centre redistribue vers les périphéries. Alors l'échange est plus ou moins inégal, mais il y a quand même un espèce de lien de solidarité. Au fond, l'apogée de ça, c'est le 19e siècle avec le chemin de fer. Et l'histoire, finalement, le modèle le plus achevé de relations centre-périphérie, c'est la montée en puissance de Chicago, par exemple, comme centre du Middle West, grâce au chemin de fer, qui restructure totalement. Il y a un merveilleux livre là-dessus de Cronon qui s'appelle Nature's Metropolis, qui restructure complètement toute l'écologie même, enfin l'économie d'une grande partie du Middle West. Hein. Les bisons sont remplacés par des bœufs, la forêt par de l'herbe, enfin tout ça. Et tout ça est lié à Chicago d'une certaine façon, parce qu'on fait converger vers Chicago, en même temps on invente les marchés à terme sur le blé, etc. Donc c'est un grand processus centre-périphérie. Mais vous voyez, le centre a besoin de la périphérie, de même que la périphérie a besoin du centre, mais le centre a vitalement besoin de sa périphérie. Et en même temps, le lien est un lien spatial assez direct. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, les cités-États dont j'ai parlé tout à l'heure, Singapour, Dubaï, etc., pas besoin de périphérie. Au contraire, Singapour est sorti de la Malaisie parce que il vaut mieux aujourd'hui dans le monde une cité-État que être intégré dans un pays, parce que vous n'avez pas besoin de redistribuer. Les pauvres, dont ils continuent à avoir besoin, par exemple, pour construire, on connaît ça à Dubaï, où c'est particulièrement violent et scandaleux dans les conditions de travail qu'on donne aux gens. Mais on les fait venir, voilà, on les fait venir du Pakistan, d'ailleurs, je ne sais pas, et puis ils restent un certain temps, puis ils repartent. Mais c'est beaucoup mieux que de les avoir sur place, reconnaissez. Hein, quand même beaucoup mieux que d'avoir des banlieues avec des gens qui sont incrustés. Donc, Singapour, c'est l'exemple merveilleux de ça. Singapour, c'est une ville extrêmement pauvre qui est devenue extrêmement riche parce qu'elle s'est débarrassée de ses périphéries. Et en plus, économiquement, on n'a plus besoin d'un marché domestique. Les marchés domestiques, le marché national était très important. Il en reste pour les États-Unis. Mais à Singapour, le marché domestique, c'est le monde. Ils produisent pour le reste du monde. Donc ils n'ont pas besoin non plus, comme le monde est ouvert. Évidemment, s'il y avait du protectionnisme, ils seraient très embêtés. Mais comme le monde est ouvert, ils peuvent réexpédier les marchandises assemblées à Singapour. C'est un nœud de réseau d'ailleurs. Hein. On ne fabrique pas grand-chose à Singapour, mais c'est... Voilà, vers le reste du monde. Donc, on a ce changement radical qui est qu'au fond, on est dans un monde où les centres n'ont plus besoin des périphéries, où les périphéries qui étaient des ressources deviennent des charges. Moscou n'a pas besoin, franchement, du reste de la Russie.
Moscou capte la rente pétrolière gazière russe, hein, avec des gens qui deviennent extrêmement riches. On a besoin de sites si possible bien protégés pour faire un truc, mais enfin franchement les autres villes russes, quel est l'intérêt pour Moscou de redistribuer à des villes moyennes, un petit peu médiocres, du reste de la Russie et de la Sibérie. Voilà. Donc ça c'est... Alors il y a des gens qui ont théorisé ça, hein. Il y a un japonais qui s'appelle Omae qui a théorisé ça, qui a dit bah, au fond l'avenir du monde c'est ça, c'est des cités-États, et des cités-États qui se débarrassent des États, tout court. Mais il applique ça au Japon. Il dit, par exemple, lui, il est de la région d'Osaka, il dit, mais si Osaka était indépendant, ça irait bien mieux pour Osaka, parce qu'on n'aurait pas besoin de subventionner une classe politique japonaise corrompue, qui ne sert à rien, qui nous enquiquiner avec des règlements inutiles. On n'aurait pas besoin de payer le riz à un prix extravagant, sous prétexte qu'il faut faire vivre des riziculteurs japonais. On serait une cité-État face au reste du monde, et on aurait un potentiel de développement absolument considérable. Alors on n'en est pas là dans nos pays européens, parce qu'on a encore, nous, des systèmes par les États-nations qui sont extrêmement redistributifs. Mais je vous laisse méditer sur ce qu'on entend dans certaines régions européennes, par exemple en Italie du Nord, où de plus en plus, et c'est pas nouveau, on entend, vous connaissez la Ligue du Nord, etc. Ils disent, mais pourquoi, nous qui sommes riches, pourquoi est-ce qu'on doit continuer à subventionner ces gens qui sont au sud de Rome? Et vous savez qu'en Italie, l'Afrique commence à Rome, hein. Bon, ils n'ont aucun sentiment véritablement de solidarité avec ces gens-là. À une époque, ils en ont eu besoin, ils les ont fait venir dans leurs usines du Nord, maintenant ils n'en ont plus besoin. Vous écoutez les Bavarois, ils disent des choses qui sont un peu du même genre par rapport à d'autres régions plus pauvres. Vous écoutez au fond la montée du régionalisme en Europe, on peut largement l'analyser comme ça. Les Catalans, ils sont pour l'autonomie, mais aussi parce que à quoi ça sert de redistribuer de l'argent aux Andalous, etc. Donc derrière ça, vous voyez, en fait, c'est très lié à la globalisation, à la circulation. On n'a plus besoin d'être fonctionnellement. Cette solidarité nationale, elle ne sert plus à rien. Alors, pardonnez-moi de finir sur cette note un peu inquiétante, mais il faut quand même regarder les choses en face, regarder aussi ce qui se passe en Belgique aujourd'hui. Bon, c'est fondamentalement parce que la Flandre est riche, se développe, et un des sujets clés en Belgique, c'est la sécurité sociale. Hein. Est-ce qu'il faut que les Flamands riches aujourd'hui continuent à payer pour les Wallons terriblement appauvris? Bon, c'est compliqué par le fait que, historiquement, c'est les Wallons qui dominaient la Belgique et considéraient les Flamands un peu comme des ploucs. Voilà. Bon. Voilà, merci pour votre attention et pardonnez-moi d'avoir été trop long.